Belle maman, pas de dessert, hein? Ah mais si, Paul, je peux me le permettre, moi. Bah comment ça? Mais j'ai mesuré ma glycémie avant repas avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus et je sais où j'en suis. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Rassurez-vous, Paul, les poignées d'amour vous vont à ravir. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans votre émission La Libre Antenne, où vous êtes libre de vous exprimer sur ce qui vous touche, vous questionne, vous angoisse ou vous rend chagrin. Alors que nous débutons les longs week-ends du mois de mai, profitez-en pour, en cette fête du travail, travailler sur votre équilibre. Apprendre à développer de bonnes habitudes pour conserver son équilibre est un élément d'hygiène de vie dont nous sommes trop peu familiers. Nous l'oublions trop souvent, la santé mentale est une composante essentielle de la santé. Et il est essentiel aussi de nous en occuper. Cependant, le temps que nous lui consacrons n'est pas toujours proportionnel à l'importance que nous lui accordons. Il y a 7 ingrédients sur lesquels vous devez être vigilant. Ces 7 ingrédients, les voici. Agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Vous pouvez aussi ajouter les vôtres selon vos besoins et vos préférences. Certes, notre santé mentale est influencée par notre génétique, de même que par nos façons de penser et d'agir. Elle l'est aussi par nos liens familiaux, amicaux, nos collègues, notre voisinage, nos milieux de vie, famille, école, travail, résidence, quartier, communauté, les ressources aussi dont on dispose, emploi, programme d'aide financière, système de santé, d'éducation, et enfin le contexte économique, social, politique, culturel et environnemental. Mais intéressez-vous à la façon dont vous nourrissez déjà votre santé mentale. Illustrez d'exemples vos trouvailles. Pour chacun des 7 ingrédients que je vous ai donnés, cochez le degré de satisfaction que vous ressentez. Si vous refaites l'exercice dans un jour, une semaine, un mois ou une année, les cases cochées ne seront pas forcément les mêmes. Et vous constaterez que vous êtes, comme tous les humains, en mouvement constant. Et surtout que vous avez la possibilité de prendre soin de vous. Allez, dans cette émission, vous aide aussi à travailler votre santé mentale, à y rechercher, trouver l'équilibre entre les différents aspects de votre vie pour mieux réaliser votre potentiel et faire face aux difficultés normales de l'existence. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. Vous pouvez aussi profiter de cette page pour y échanger vos propres recettes d'équilibre de vie. Pourquoi pas? Allez, 39 21, on s'y écoute et on s'y répond. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors je crois que vous nous appelez du Québec, c'est ça Sophie? Non, d'Ontario, Toronto à Ontario. De Toronto. Oui. Ouais. Et si ça peut vous rassurer, on n'a pas encore rangé les manteaux Les d'hiver. manteaux non plus. Vous n'avez pas chaud comme nous. Non, pas vraiment. Il est quelle heure là à Toronto? On a 6 heures de moins. 6 heures de moins. Ouais. Donc c'est la fin d'après-midi là pour vous. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Mm-hmm. Alors Sophie, je crois que vous souhaitiez justement, vous avez entendu le témoignage de Marie hier soir Ouais, c'est ça. Et vous souhaitiez En fait, parler de votre Je me couple, suis- je crois. Ouais. Moi, je me suis son témoignage m'a beaucoup résonné en moi parce que je vis une situation similaire, pas exactement la même, mais en fait, si je résume, je suis en couple depuis 20 ans, j'ai 44 ans, donc j'ai connu mon mari assez jeune. On est mariés depuis presque 15 ans. Ouais.
Et en fait, le problème que j'ai en ce moment, c'est que je sais pas si on n'est pas arrivé à la fin de notre histoire parce que un peu comme Marie, il est en échec professionnel depuis plusieurs années. Et je trouve que l'homme que j'ai épousé et celui avec lequel je suis tombée amoureuse n'est plus le même. Et voilà, quoi, c'est un peu ça mon histoire, mais je sais pas trop comment expliquer. En fait, c'est quelqu'un que quand j'ai connu, j'avais 22 ans, donc, et lui, il a 8 ans de plus que moi. C'est quelqu'un de très ambitieux, très brillant, très dynamique, et c'est ça qui m'a plu en lui, en fait. Et au fur et à mesure, ça fait seulement après la naissance de mon deuxième garçon, en fait, il a commencé à plus vraiment travailler. Et petit à petit, j'ai perdu de l'amour pour lui, en fait. Oui. Et maintenant, je suis arrivée à me dire, hier, vous parliez que en fait, quand on choisit d'aimer, en fait, quelqu'un, avec Marie, vous disiez que une personne, c'est pas un produit, c'est, qu'on choisit, mais là, j'en suis à me demander si j'ai pas choisi le mauvais produit, en fait. Voilà. En fait, vous dites que quand vous êtes tombée amoureuse de lui, c'est que c'est un peu l'image qu'il renvoyait, ambitieux, brillant. Vous avez aussi peut-être appris à aimer l'homme, la personne, pas seulement ce qu'il renvoyait, ou pas? Ah si, la personne aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je sais pas, quand je l'ai rencontré, je me projetais beaucoup dans l'avenir. J'étais jeune, donc et il avait toujours des idées comme quoi on allait bien réussir dans la vie. Puis maintenant, on est arrivé à un certain âge et je vois qu'on a quand même une famille, mais on n'a pas construit. Je regarde autour de nous, nos amis, ils ont tous des belles maisons, des voitures, des bonnes situations professionnelles. Et nous, pas vraiment, quoi. Je travaille, mais lui, il travaille pas. Ça fait quand même plusieurs années il travaille à son compte, mais ça marche pas tellement bien, en fait. Donc, je me dis, tout ça pour ça, quoi. Je me trouve un peu déçue, quoi. Oui, c'est ça. On entend de la déception, voire de la frustration aussi, beaucoup de déception. Et vous avez, quel niveau de dialogue vous avez dans votre couple? Parce que est-ce qu'il lui a fait donc le choix d'être indépendant et d'être c'est pas un choix au hasard, parce que c'est quelqu'un qui a un très fort caractère. En fait, moi, je suis plutôt réservée, mais lui, il a un très fort caractère, une grande personnalité. Il fait des liens très facilement. Il parle vraiment, facilement aux gens. Ouais, il est brillant, intelligent, très intelligent. C'est ça aussi qui renforce aussi ma déception sur où on en est en ce moment. C'est parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Je pensais qu'il allait qu'il allait réussir mieux que ça, quoi. Mais peut-être qu'il est en difficulté par ailleurs, sur le plan psychologique. Ouais, mais ça fait quand même pas mal d'années. Mon deuxième enfant a 7 ans maintenant, donc c'était, depuis en fait la naissance du deuxième. Mais au fait, pour en revenir au dialogue, c'est quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. Quand on essaye de discuter, il a toujours 20 000 arguments comme quoi c'est lui qui a raison et moi comme je suis pas du tout comme ça, souvent j'écoute et puis j'essaye d'apporter mon point de vue, mais en général c'est toujours lui qui finit la conversation et qui essaye de me prouver, qui me persuade en fait que c'est pas moi qui ai raison, quoi. Oui. C'est vraiment difficile les conversations avec lui en ce moment. Oui, et ça depuis longtemps. En fait, non. Depuis, je dirais, ça a toujours été sa personnalité, mais comme quand j'étais jeune, moi ça me plaisait parce que j'apprenais beaucoup de lui, mais maintenant avec l'âge, j'ai beaucoup mûri, je me dis ça m'agace maintenant, par exemple. Oui, c'est-à-dire ce qui vous plaisait et ce qui vous séduisait quand vous étiez jeune, parce que vous aviez moins d'avis et d'opinions. Aujourd'hui, vous êtes plus construite.
Donc vous avez l'impression que lui n'a pas évolué. Comme dit Nathalie, hein, vous avez évolué différemment avec le temps. Et ça, ce sont des choses qui arrivent dans le couple quand on construit pas à deux et qu'il n'y a pas de confiance. Vous avez évolué, mais il semble qu'il ne soit pas à votre écoute. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il n'est pas vraiment à mon écoute, mais aussi tout ce qui me plaisait au début, maintenant ça m'irrite, quoi. Enfin, oui. Je supporte plus, en fait. Oui, Avant, je trouvais ça très, très, je sais pas comment dire, attirant, qu'il pouvait argumenter, qu'il pouvait. Parce qu'il n'en fait rien, parce qu'il ne construit rien avec tout ça. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que toutes ces qualités que vous lui voyez. Alors, la question est, est-ce que vous avez eu un rôle à jouer là-dedans en termes d'aiguillon, d'aiguillage, quand on a comme ça un partenaire dont on sent qu'il a des qualités mais qu'il peine finalement à en faire quelque chose, parce que sans doute que psychologiquement il a d'autres soucis et il a peut-être des choses à travailler lui. Est-ce qu'il y a suffisamment d'ouverture dans le couple pour qu'il puisse lui se remettre en question? Quand j'aborde ce sujet, il n'arrête pas de dire que c'est moi qui dois. Parce qu'en fait, il a un niveau, il a un moment dans son, comment dire, au niveau professionnel où il aime pas, il voit bien qu'il réussit pas dans le métier qu'il a choisi, donc il commence à se demander s'il devrait pas changer. Et moi aussi, j'essaye de lui dire si ça marche pas, essaye autre chose, mais il attend que ce soit moi qui lui dise quoi faire, en fait. Mais moi, je peux pas, je sais pas, moi, ce qu'il veut. Il n'arrête pas de me dire, en fait, c'est toi qui devrais me dire ce que je devrais faire, mais... Ah non, pas vraiment, non. Il vous dit ça, il vous dit... Ah oui, non, vous n'êtes pas là pour lui dire ce qu'il a à faire. Ça c'est vrai que c'est un peu le souci, Sophie, des jeunes, des rencontres qu'on fait quand on est très jeune et que le couple se forme quand on est très jeune, c'est que souvent on forme un couple très fusionnel quand on démarre une relation au sortir de l'adolescence et qu'on la continue, et que tout l'enjeu de ce type de relation, mais c'est tout à fait possible, c'est de gagner en autonomie chacun et en étant interdépendants pour pas être en dépendance de l'un et de l'autre. Alors que là, il se rend dépendant de vous et vous rend dépendant de lui sur le plan de la réalisation de lui, ce qui n'est pas aidant pour construire quoi que ce soit, parce qu'il ne peut effectivement pas vous dire que c'est vous de lui dire ce qu'il a à faire. Là, c'est plus dans votre rôle. Est-ce que si vous le mettez un peu en face de lui-même en lui disant voilà, notre couple traverse une situation un peu difficile et que j'ai du mal à me projeter, est-ce que vous arrivez à lui dire un peu ce que vous êtes en train de dire là? Est-ce que ce dialogue-là est possible? J'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais faire. Non, il voit bien de toute façon qu'on s'entend pas très bien. Il y a souvent des disputes, et puis même mon désir pour lui, comme Marie hier soir. Ça, depuis 6 mois, ça a complètement disparu. Donc, il voit bien que c'est pas le top, quoi. Oui, mais alors on retrouve un peu la même chose que ce qu'on a vu avec Marie hier, c'est qu'elle n'osait pas dire, disait mais moi j'aime pas le conflit, j'aime pas dire quand ça va pas. Mais c'est très important dans un couple de très vite ou à chaque fois sur l'instant quand ça se passe pas bien pour soi, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on est mal, de s'en ouvrir à l'autre. Ça veut pas dire que c'est de la faute de l'autre, c'est pas se renvoyer à la figure. Non, mais moi par contre, je m'exprime beaucoup. Je suis assez émotive, on dit, je suis émotive. Et bon, quand je suis vraiment mal, je lui dis, mais je vois que j'ai beau lui dire, rien ne change, quoi. C'est ça. Alors ça pose une autre question, c'est quelle intention? Hier soir, on parlait d'intention. Il y a la vôtre, mais il y a la sienne aussi. Et dans un couple, on est deux pour faire la relation. Vous pouvez pas faire la relation toute seule ou tenir le couple toute seule, comme a fait Marie pendant des années. On tient pas un couple tout seul. Donc, si on a un passager clandestin dans un train et qu'on fait rouler le train tout seul, à un moment donné, on n'y arrive plus. C'est pas possible. Là. C'est sûr qu'on va vers la rupture. C'est important d'amener l'autre quand on réalise ça, de dire mais j'ai besoin
besoin que tu prennes aussi ta responsabilité dans ce couple. Et moi, je m'engage à prendre la mienne. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et le seul ingrédient majeur d'un couple qui tient dans le temps, c'est le dialogue, et un dialogue sur un mode constructif, c'est-à-dire un dialogue où chacun puisse dire bah oui, là je suis en difficulté, avec ça j'ai du mal, là j'entends que pour toi ça va pas, mais moi ça me pose tel problème, et ainsi de suite, et pouvoir avoir ce niveau de dialogue là qui est de la confiance, qui est de l'attention et l'intention du coup de durer, parce que quand on a l'intention du choix de l'engagement, ben on met les moyens, mais quand l'intention elle est pas claire et qu'on fait poser toute la responsabilité sur l'autre, ben on met plus les moyens. Et après, ben on n'arrive plus à construire. D'accord, mais comment on trouve... je sais pas comment... Bah là, c'est important. Moyens. Ah oui, c'est très important, Sophie, que vous ouvriez ce dialogue avec lui. Et que vous, c'est pas, comment dire, c'est pas lui qui va faire en sorte forcément que ce dialogue soit constructif, mais vous de prendre la mesure, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement là-dedans, puisqu'il a l'air de vous renvoyer vous-même à l'entière responsabilité du couple. Mais dans ces cas-là, faites un peu de pédagogie, c'est-à-dire, c'est pas à peine de dire toi c'est ça, moi c'est ça. On reprend un peu de recul, on fait un peu de pédagogie, et vous lui dites mais ça va pas être possible, on va rien pouvoir construire si à chaque fois qu'on parle ensemble, tu me dis que c'est moi qui devrais, que c'est moi je peux pas tout faire toute seule, on est bien deux. Donc quelle est ta part ? Interrogez-le sur c'est quoi ton intention, comment tu vois notre couple à dans 10 ans, à dans 15 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire avec nous ? Moi voilà ce que j'aurais aimé faire, je vois qu'on n'y arrive pas. Moi ça me pose question. Et toi, qu'est-ce que, sans le mettre lui en échec, mais peut-être, et qu'est-ce qui lui manque, par exemple, pour réussir ? Est-ce qu'il a besoin de faire un travail sur lui ? Oui, puisque manifestement, c'est difficile pour lui. Et vous me dites, par ailleurs, il est très brillant, ambitieux, donc il a l'air d'avoir toutes les ressources qu'il faut pour être dans une réussite professionnelle, mais ça ne débouche pas. Donc il y a bien quelque chose là qui ne vous appartient pas, mais qui lui appartient à lui. Et ça, c'est sa part. Quand il me dit, il essaye vraiment, qu'il essaye, mais que... c'est pas comme s'il était à la maison à rien faire. Il essaye d'avoir des clients, des trucs comme ça, mais... Sûrement, mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, c'est pas tant qu'il essaye d'avoir des clients, de savoir quelle est la façon dont il s'y prend, la façon dont il refait plutôt peut-être les mêmes choses en ayant l'impression de faire beaucoup d'efforts, mais il y a peut-être quelque chose dans la façon dont il se positionne dans sa posture professionnelle, dans ses croyances, voilà, c'est pas si simple de dire voilà, j'essaye d'avoir des clients, mais d'accord, mais comment, de quelle façon il fait les choses ? C'est dans la façon dont on fait les choses souvent où on trouve là où ça coince. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas ce qu'on fait qui ne va pas, c'est la façon qu'on a de faire la chose qui fait que ça fonctionne ou pas. Et donc si on voit que ça fonctionne pas, il faut arrêter de faire les choses justement de la même façon. Il faut changer la façon. C'est pas le fait mais souvent, il me renvoie ça à moi en disant c'est quoi ton idée, comment toi tu crois que je devrais le faire. Oui, vous n'en avez sans doute pas la moindre idée. Vous avez, vous, l'idée de comment il devrait... Non. Si j'avais l'idée, j'aurais dit, mais... Mais pourquoi lui vient la chercher chez vous ? C'est ça la vraie question. En quoi tu penses que c'est moi qui détiens la réponse ? Posez-lui la question. Pourquoi tu crois que c'est moi qui devrais avoir la réponse ? Parce que là, il a une façon de voir le couple qui pose question. Comment construire un couple où il pense que vous détenez la réponse qui va lui permettre de construire sa vie professionnelle, c'est-à-dire sa vie d'homme. Pourquoi vous devriez la détenir, cette réponse-là ? Qu'est-ce qui fait que vous l'auriez, vous, et pas lui ? C'est lui qui l'a en lui. Mais pour ça, il a un travail à mener, à aller voir un coach ou un psy, quelqu'un qui l'aide à démêler et à mettre à plat de quelle façon il s'y prend pour comprendre, voilà, à quel endroit ça se situe. Parce que là, c'est un peu trop facile. S'il vous dit que c'est vous qui avez la réponse, de fait, bien sûr, vous ne l'avez pas. Et vous devez le lui dire très franchement.
C'est-à-dire, Sophie, plus vous allez être dans la pédagogie avec lui, et ce qui est difficile là pour vous, c'est que ce que je comprends, c'est que vous, c'est difficile pour vous parce que vous vous sentez un peu harponné, enfin un peu piégé par ces questions, en vous mettant en abîme et en vous disant mais je devrais moi lui apporter une réponse, je devrais pouvoir l'aider. S'il est en échec, presque, j'ai l'impression c'est presque à cause de moi. Il y a presque quelque chose comme ça chez vous, non? Limite, enfin non? Non, pas vraiment, mais c'est plus que comme quoi j'ai déjà suggéré différentes options pour lui de s'orienter dans différentes voies, mais il n'a jamais pris l'initiative d'aller jusqu'au bout. Enfin, il me dit plus ou moins, oui, c'est peut-être une bonne idée, mais il prend jamais il n'actionne pas ça. D'accord, bah alors à ce moment-là, vous pouvez lui dire, écoute, en fait, ça sert à rien que tu me demandes, puisque les idées que je t'ai données, je lui ai dit déjà. Voilà, tu les as pas appliquées. Ouais. Mais il se comporte comme un enfant avec vous. Là, vous êtes dans une relation très infantilisante dans votre couple. Il se situe avec vous comme une mère qui devrait pourvoir à ses besoins et qui devrait avoir la réponse pour lui. Il n'est pas du tout dans l'autonomie, votre conjoint, Sophie. Lui, pourtant, c'est quelqu'un qui est vraiment fort de caractère et qui. Ça veut rien dire, ça. Il peut montrer une grosse personnalité et abriter un petit garçon de 5-10 ans à l'intérieur sur le plan de la maturité psychique. Et là, il semble que lui, il ait vraiment besoin de grandir. Et la meilleure façon pour l'aider à grandir, Sophie, c'est de l'amener à prendre ses responsabilités, à justement à chaque fois que vous allez le mettre le plus possible en face de lui-même, c'est-à-dire de ses contradictions, de ses vous voyez, l'idée, c'est évidemment de pas ni d'être dans le mépris, ni le fait de lui renvoyer ses échecs. Ça, c'est pas aidant. Mais comment on fait grandir quelqu'un qui ne veut pas, parce que là, il est très enfantin, il vous demande de trouver la solution. C'est de lui dire en boucle que la solution, il la détient et que vous lui faites confiance pour la trouver. J'ai aussi pensé, mais je sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a des crises comme ça, comme quoi je lui dis, on peut plus continuer comme ça, parce que financièrement, c'est assez dur quand il y a seulement une personne qui travaille. Et je pensais lui donner un ultimatum en disant, mais je sais pas si c'est une bonne idée parce que. Oui, vous l'avez, parce que vous avez déjà eu plusieurs fois cette discussion avec lui. Ah oui, ça fait depuis la naissance de notre deuxième garçon qui, en fait, il y a des hauts et des bas, mais c'est souvent des bas, quoi. Et souvent, il me dit, oui, je te promets, dans un an, ça va être différent, je vais faire ci, ça. Et à chaque fois, on arrive à l'échéance et on n'a toujours pas avancé. Alors, et après, il me redit, parce qu'il est très bon à me convaincre de ses possibilités, mais alors, il me redonne une autre échéance et à chaque fois, c'est pareil. Donc, j'arrivais à un moment où je me dis, j'en ai assez de ces promesses, on n'y arrive pas. Donc, je pensais lui donner un ultimatum. Vous avez envie de quoi pour vous-même plutôt que de faire par rapport à lui? Parce que là, vous êtes dans une relation, Sophie, où chacun dépend de l'autre. C'est-à-dire que si vous lui mettez un ultimatum, vous faites toujours finalement un peu la même chose, de façon plus forte, mais vous faites avec lui toujours de la même façon. Tu vas faire et lui va s'engager, etc., jusqu'à ce que vous posiez un ultimatum qui est dans l'échelle de la symétrie de votre relation, qui va mettre encore plus de tension. Ce serait plutôt de lâcher. Ce serait plutôt de lâcher la pression, parce que dans cette relation un peu infantile qu'il a avec vous, si vous jouez ce rôle un peu de mère, voire de mère fouettarde à un moment donné, ou qui vient rappeler la loi, il est tout le temps en position par rapport à vous. Ça va pas du tout l'aider à grandir, ça. Et l'ultimatum encore moins. Donc lâcher en montrant que le sujet n'est pas là pour vous, parce que si vous en faites tout votre sujet de vie, vous êtes tous les deux liés, c'est-à-dire qu'en fait finalement de sa situation et de sa capacité de réussite dépend votre propre équilibre. Vous aussi vous êtes en dépendance là. Oui. Donc vous êtes codépendant au lieu d'être interdépendant. Parce que c'est
c'est ce que j'ai cru quand je l'ai connu. Je me suis, c'était ça. C'est pas comme s'il m'avait vendu un rêve, mais presque quoi. Il m'avait dit, ouais, dans 10 ans, on sera là, on aura ça. Et puis je vois que 20 ans plus tard, on n'a rien de tout ça. Donc, on dirait un peu un Peter Pan, votre mari, un jeune homme qui ne veut pas grandir, qui est toujours dans ses possibles, mais il a jamais envie de grandir. Donc là, vous me racontez quelqu'un qui n'a pas bougé, finalement, qui n'a pas réussi à construire. Voilà, exactement. Oui. Et si vous faisiez la démarche d'aller ensemble, consulter, ou chacun de votre côté J'ai déjà proposé d'y aller ensemble. Oui. Et la réponse c'était si on va avoir quelqu'un, ça veut dire que c'est la fin de notre couple. Au contraire. C'est la réponse que j'ai eue. Et alors du coup, vous avez arrêté là votre échange? Non, mais moi je pense y aller de mon côté. Oui, déjà vous de votre côté, mais s'il y a un ultimatum éventuellement que vous pourriez poser, c'est plus celui-là. Écoute, moi j'ai envie qu'on avance, donc moi ce que je te demande, l'ultimatum, c'est on va consulter ensemble. Et pourquoi ce serait la fin? Ça prouve, vous voyez Sophie, ça prouve que quand il vous dit ça et qu'il craint que ce soit la fin, c'est qu'il sait très bien, une partie de lui sait très bien, inconsciente bien sûr, qu'il s'est mis en stratégie d'échec. Mais qu'est-ce que ça dit de lui? En quoi cet échec? Parce que là vous me dites, il a toutes les qualités pour réussir, mais il est quand même en échec. J'ai l'impression qu'il est en échec parce que c'est par rapport à vous. Il se met en échec par rapport à vous. Il y a quelque chose dans votre couple. Ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que s'il réussit, il vous donne quelque chose qu'il ne veut pas vous donner. Allez savoir pourquoi, mais pour lui, c'est complexe ça. Parce que ça voudrait dire qu'il abandonne quelque chose de lui-même. Donc il est plus confortable, lui, dans son échec par rapport à vous, encore une fois. Ce qui, en tant que personne, ne l'arrange pas du tout. Mais il y a quelque chose. Que c'est ça qui me fait du mal aussi. Donc, oui, mais c'est pas pour vous faire. Oui, mais c'est plus complexe que ça, Sophie. Rarement, vous savez, les individus rarement cherchent à faire du mal à l'autre. Ils cherchent surtout plutôt à se protéger. Mais si le fait de se protéger passe par le fait de, on va dire, faire du mal entre guillemets ou mettre l'autre en échec, le plus important, c'est de sauver quelque chose de soi. Donc il y a quelque chose qu'il protège en étant dans cette stratégie-là, parce que il y aurait un danger peut-être pour lui, on peut imaginer ça, à vous donner ce que il le fait pas pour lui finalement. C'est pas un homme qui construit quelque chose pour lui. Il est complètement dans un rapport par rapport à vous. Soit il réussit et alors effectivement il vous donne, il vous rend heureuse au lieu de réussir d'abord pour lui. Soit il est en échec et là il vous frustre et il vous rend pas contente et en même temps voilà il tient quelque chose. Mais en tout cas son comportement et sa façon, voilà sa posture semble être totalement liée à la vôtre. Donc il y a encore une fois il y a pas d'autonomie. Et par rapport au manque de désir qui est lié en fait à l'image qui me renvoie en ce moment, ce serait aussi d'aller en parler ou comment jouer sur ça. Du fait que vous ne le désirez pas, c'est ça, Sophie? Ouais, en fait, cet aspect-là, en fait, c'est depuis environ 6 mois, mais je pense que c'est parce que l'image qui me donne en fait en ce moment, c'est pas celle que j'espérais, donc j'ai plus vraiment de désir pour lui, mais je voudrais savoir comment. Et comment il le vit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Très mal. Il vous dit quoi? Il vous en veut? Quel est son comportement par rapport à ça? Ouais, il m'en veut. Il vous en veut? Il a l'impression que vous le punissez? Ouais. Il pense que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Il prend ça pour une punition. Ouais. Donc on est toujours dans la même chose. Et du coup, votre comportement, il est complètement. Chacun a lié son propre comportement, sa propre action à l'autre. Donc, en fonction de ce que fait l'autre, il y en a un qui agit ou pas. Et là, vous êtes vraiment dans quelque chose qu'il va falloir défaire. Parce que vous ne pourrez pas avancer, vous êtes coincé, ça peut aller que de mal en pire. On est complètement coincé là. Ouais. De toute façon, on n'arrive plus à communiquer, on se dispute de plus en plus.
Alors, encore une fois, Sophie, c'est un ultimatum. C'est pas qu'il réussisse ou qu'il fasse quoi que ce soit, c'est d'aller consulter ensemble pour arriver à se parler et à remettre tout le système construit tel qu'il a été construit pour le remettre à plat, le déconstruire et éventuellement reconstruire un autre. Ou pas. Ou faire le constat que ce sera pas possible. Mais voir qu'est-ce que vous avez. Et vous aussi, vous pouvez également consulter de votre côté. Parce que quand vous dites oui, il faut que je retrouve du désir pour lui. Non, il faut pas que vous retrouviez du désir pour lui. Quand vous dites comment je peux faire pour retrouver du désir, si vous n'en avez plus et que vous ne souhaitez pas, vous avez le sentiment de vouloir le punir. Vous diriez ça, un peu conscient, inconscient. En tout cas, vous voulez plus lui donner quelque chose parce que lui ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Hein, c'est là que ça se passe. Mais pas vraiment consciemment. Oui, bien sûr. Moi, c'est sans doute là que ça se passe aussi. Et il le sait. Mais vous voyez bien, Sophie, que là, ça veut dire que c'est toujours je fais en fonction de toi, je donne si tu donnes, chacun est lié à l'autre, dans quelque chose d'infantilisant pour chacun. Il me reproche aussi souvent du fait qu'on n'est pas proche physiquement, que ça crée encore plus. Que c'est à cause de ça. Que ça crée encore plus de distance et que ça le met mal et que c'est pour ça qu'il s'en sort pas. Donc il me reproche beaucoup. Quand même, c'est pas mal de ma faute quand on en parle. Oui. Soit vous arrivez, peut-être ça va vous aider si vous faites un travail sur vous, Sophie, à le situer ailleurs, c'est-à-dire pas dans cet homme aussi un peu paternel qui doit pourvoir à votre équilibre et votre épanouissement. Dès que dans un couple, on est chacun, l'épanouissement de soi passe par l'autre, alors on est fatalement, le couple est mis en danger par ça, parce que l'autre n'est pas là pour nous épanouir. L'autre n'est pas le facteur de... Il se trouve qu'il nous épanouit de surcroît, pour paraphraser Lacan par rapport à la guérison. Mais c'est un surcroît, l'épanouissement. C'est quelque chose qui vient comme un cadeau. Mais on n'est pas avec quelqu'un dans le but que l'autre nous permette de nous épanouir. On est avec quelqu'un parce qu'on apprécie... C'est vrai, mais... Oui. C'est vrai, mais... La raison pour laquelle, comme vous disiez hier, qu'on choisit quelqu'un, moi j'ai choisi parce que il m'a quand même apporté beaucoup dans mon développement personnel et donc il a quand même contribué à votre épanouissement. Oui, alors mais vous avez dit le mot tout à fait juste, Sophie, c'est contribuer. Mais c'est une contribution. Chacun est une contribution, effectivement, à l'épanouissement, à la réalisation de soi. Dans un couple, on contribue, effectivement, chacun à la réalisation de l'autre, en forme de contribution, en étant qui on est. C'est-à-dire, en étant soi-même, on permet à l'autre aussi d'être lui-même. Mais on n'a pas quelque chose à faire ou à mettre au pot commun pour cette contribution. C'est en étant soi, la personne qu'on est autorise l'autre à s'épanouir. Chacun dans ses personnalités. Alors, ça nous donne de l'amour, ça nous donne de la gaieté, ça nous donne de la ressource, et on s'émerveille chaque matin que l'autre soit cet autre-là. Et soi-même, du coup, on va chercher le meilleur de soi-même. Mais là, vous avez construit un couple où chacun doit absolument, comme donner la béquille, enfin, comme pourvoir à l'autre toutes les données, tous les ingrédients qui vont faire qu'il va pouvoir vivre quasiment, en tout cas réaliser sa vie. Et ça c'est pas possible, ça. Enfin, quand je dis bien sûr c'est possible, mais c'est pas possible, ça peut pas fonctionner sur le long terme. Ouais. Ouais, alors il y a Lilia qui dit. Je vois bien. Ouais, vous comprenez. Chacun, en fait, c'est intéressant parce que vous êtes chacun au même endroit. Il y a un auditeur qui dit voilà, c'est ça, elle attend tout de lui, elle doit grandir. Mais les deux, vous avez chacun un très beau trajet d'ailleurs, hein, et vous n'êtes pas ensemble par hasard, Sophie. Vous avez un grand trajet à faire ensemble pour grandir. Chacun a une croissance à trouver. Et vous êtes en miroir pour le moment. On dirait en systémique, vous êtes en symétrie. Dans la symétrie, c'est l'escalade. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est l'escalade jusqu'à ce que ça casse, quoi. Jusqu'à ce que ça se passe mal. On se tape dessus, on se parle plus. Enfin voilà, jusqu'à la brouille définitive. Là, on arrive à créer et à construire, c'est quand on est complémentaire et pas symétrique.
Symétrie qu'on a en miroir. Tu fais un truc, l'autre fait un truc, on fait un truc, et hop, et c'est l'escalade. La complémentarité, c'est chacun apporte quelque chose. Comme vous avez dit un très joli mot, j'aime bien contribution. Voilà, on est complémentaires, on contribue. Et alors, on est trois dans un couple, il y a vous, lui et cet autre qui est le couple dans lequel vous avez contribué à construire. Aujourd'hui, il n'y a pas ce troisième, il n'y a pas cet autre entre vous, il y a juste vous deux. Il y a Lilia qui dit votre compagnon est peut-être aussi dans un état dépressif lié à une mauvaise estime de lui-même, au fait qu'il souffre de vous décevoir. C'est vrai aussi. Il en souffre, je le sais. Parce que même pour lui, c'est pas ce qu'il avait espéré. Oui, mais il a un projet inconscient. Il s'est mis dans une stratégie d'échec inconsciente. Il est dans un scénario qui lui appartient, qui est lié à vous, mais vous n'y êtes pour rien. Quand je dis lié à vous, c'est pas que vous avez tout fait pour, c'est que la représentation qu'il a de vous le coince dans son scénario. Alors, on n'a pas le temps, il faudra aller regarder le couple de ses parents, il y aurait beaucoup de choses à regarder, mais il y a sans doute quelque chose là de pas construit dans le bon sens pour lui, et donc il met à l'œuvre quelque chose, un scénario un peu sombre, un scénario d'échec négatif, qui lui fait du mal d'ailleurs, mais il se rend pas complètement compte. On n'est pas du tout dans la conscience de soi là. C'est pour ça vraiment que là vous avez vraiment besoin de faire ce travail pour comprendre, pour élever votre niveau de conscience ensemble, parce que chacun en a besoin. Et peut-être que c'est ensemble, ça passera par le ensemble. Donc non, l'ultimatum, je vais Sophie, lui proposer. Non mais c'est pas proposer, l'ultimatum c'est d'aller voir un psy ensemble. Okay. En disant, voilà, moi je nous sens en danger, j'ai envie que quelque chose change, et en tout cas j'ai envie de donner une chance à ce couple. Toi tu vois pas ça comme une chance, mais pour moi c'est une chance. Et là je te demande de me faire confiance. Et vous lui demandez de vous faire confiance, parce qu'il n'y a pas de confiance dans votre couple. Vous pouvez toujours construire un building, pour l'instant c'est du sable, votre construction. Ouais. Il n'y a pas de confiance. Vous ne lui faites pas confiance, mais il ne vous fait pas confiance non plus. Et on ne peut pas construire quand il n'y a pas cette confiance-là. Ok, donc ça marche. Je vais faire ça. Ouais, bon courage à vous, Sophie. Bon courage, merci de nous avoir appelés. Au revoir. Pas de problème. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Candy. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors moi je vous appelle parce que j'ai 35 ans aujourd'hui et je n'arrive pas à me mettre vraiment en couple, à former un couple, une famille. En fait, ça part du fait que quand j'étais petite, mon père est parti pendant la grossesse de ma mère, qui a souhaité me garder bien que lui il veuille partir. Donc je suis née et mon père ne m'a jamais reconnue, s'est jamais occupé de moi. J'ai vécu comme ça, je l'ai revu, ça s'est mal passé, etc. Et il a fini par décéder. Et moi, donc toute ma jeunesse, en fait, j'ai vécu avec ma mère, elle n'a pas refait sa vie, et donc j'ai jamais eu d'exemple de couple. J'ai jamais eu d'homme à la maison, et je ne sais pas trop ce que c'est que faire des compromis, etc. Ce qui fait que j'en déduis ça après des années de psychothérapie. D'accord. En fait, j'ai commencé à sortir avec des garçons et puis j'ai rompu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à que je me dise non mais là c'est toujours moi qui arrête les histoires, c'est peut-être pas normal. Et puis l'histoire continue, donc en général vous cassez pour les mêmes raisons d'ailleurs, en plus ou moins. Oui, enfin c'est pas exactement la même, mais c'est toujours le fait que je supporte pas l'autre personne. C'est-à-dire au bout de 1 an, 1 an et demi, j'arrête et je passe à quelqu'un d'autre. Et ça dure 1 an, 1 an et demi, et j'arrête et je passe à quelqu'un d'autre. Et si c'est vous supportiez pas Candy? Oui, c'est possible. Quand on supporte pas l'autre, on supporte rarement soi-même. Parce que
Quand vous dites, bon, j'ai compris dans la thérapie, etc., il n'y avait pas eu d'homme à la maison, je n'ai pas connu mon père, etc. C'est juste en soi, c'est-à-dire que ça peut être le début effectivement d'une compréhension, mais c'est pas, c'est le passé. Donc une fois que ce passé est mis à jour, comme vous l'avez fait en thérapie, qui vous a donné des clés d'explication au début, mais vous me dites que la situation continue. Alors même qu'en thérapie, quand vous commencez justement à élaborer ce passé qui n'était pas passé, le passé se met à passer et le présent peut advenir. Vous imaginez que sinon ça vous condamnerait à dire j'ai eu ça dans mon histoire et donc jamais je pourrais construire avec un homme parce que j'ai pas connu mon père est parti. Non, la vie est quand même plus riche que ça et c'est pas parce qu'on a connu certaines choses qu'on a une interdiction à tout jamais, si ce n'est l'interdiction qu'on se met ou qu'on se donne. Donc vous n'êtes pas interdite de couple, de fait de votre histoire. En revanche, il y a peut-être eu ça, effectivement, comme élément qui a déterminé au démarrage les histoires, mais vous me dites que ça se poursuit et qu'en fait, c'est surtout que l'autre finit par vous agacer. Mais l'autre, la présence de l'autre, le couple, ce qui est terrible d'ailleurs et pourquoi on est très agacé par l'autre, c'est qu'il nous renvoie à nous-mêmes en permanence. C'est très difficile et très ennuyeux parfois pour soi-même. Parce qu'on se voit, on s'entend agir, on s'agace de l'autre en s'agaçant soi-même de soi. En fait, je sais pas parce que je leur reproche toujours plein de trucs et moi j'ai l'impression d'être l'opposé, donc je me vois pas en eux en fait. Oui, c'est pas tant de vous voir en eux, c'est que souvent ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on n'aime pas en soi, mais pas de façon si simple, parce que ce serait trop simple sinon, de façon quasiment comme une image inversée. Ce qu'on supporte pas chez l'autre nous ramène à quelque chose en nous-mêmes. Et ce serait intéressant d'ailleurs que, mais on peut en parler si vous le souhaitez, que vous, comme on va se quitter quelques minutes pour le journal, que pendant la pause du journal, vous réfléchissiez à toutes ces choses qui vous agacent. Est-ce qu'elles se ressemblent? Quels sont les liens que vous faites? C'est dans les liens souvent qu'on trouve les réponses. Donc, quels sont les liens que vous faites entre ces agacements? Est-ce que c'est un peu toujours les mêmes types d'agacements? Est-ce que c'est un peu toujours les mêmes types de comportements qui vous ont agacé? À quoi ça vous a renvoyé à vous-même? Et là, c'est intéressant parce qu'on va commencer à avoir des éléments de réponse. Quand on n'arrive pas à construire une relation avec l'autre, que ce soit l'amitié ou l'amour ou le couple, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui résiste ou qui nous empêche et qui crée, c'est bien dit, cet agacement, cet empêchement qu'on n'arrive pas déjà à élaborer avec soi-même. Là, je vois pas du tout en fait, mais est-ce que par exemple, vous dites il y a plein de petites choses, plein de détails qui m'agaçaient dans les relations. Vous sauriez dire quel type de détails vous agacent? Vous pourriez les citer, ces détails-là? Oui, alors bon, il y a celui qui s'énerve trop, celui qui est trop gamin, celui qui parle pas assez, celui qui ne s'intéresse à rien. Voilà. D'accord. C'est ce genre de détails. C'est pas des détails, mais non, c'est pas des détails. Chaque personnalité, je trouve un truc qui va pas. Et que vous découvrez au bout d'un certain temps seulement, pas au début. Ou vous avez l'information au début et vous passez outre. Peut-être que je veux pas les voir au début, c'est possible. Et bon, et que vous voulez tellement être en couple. Oui, parce que vous avez commencé votre témoignage en disant je n'arrive pas à me mettre en couple comme quelque chose que vous devez réussir. C'est un objectif donc pour vous. C'est le défi en fait. Oui, c'est un objectif. C'est un défi parce que. Ah voilà, d'accord, c'est un défi, c'est un objectif. J'ai 35 ans et j'y arrive pas. Alors que je rêve de ça, mais au final. Quand on dit c'est pas à vous d'y arriver, c'est à deux. C'est pas vous qui devez y arriver. C'est pas vous qui faites tout. Donc, mais les autres, ils sont toujours prêts. Oui, mais ça tout le temps, mais ça y est, j'ai trouvé la femme parfaite. Viens, on se marie, viens, on fait des enfants. Et moi, non. Ouais. Mais est-ce que ça pose pas la question du tout début de la relation, au moment de la rencontre, où il y a des petites choses qui vous ennuient, vous dites non mais c'est pas grave, moi je suis une fille formidable, je vais savoir faire avec ça. Je passerai outre. Possible. Parce que finalement, je suis assez souple, je suis assez sympa, je suis assez ouverte, et puis ça m'ennuie pas tant que ça. Et puis bon, avec le temps, ça passera. Est-ce que vous êtes un peu là-dedans au tout début, hein? Je parle vraiment du tout début.
Oui, c'est possible que je sois un peu là-dedans. Et puis forcément, au bout d'un an, on commence à découvrir aussi les défauts parce qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble, parce que les choses se concrétisent. On parle peut-être de vivre ensemble ou de choses comme ça. Ouais. Et là, je panique en fait. D'accord. On en parle tout de suite après les informations. Hein. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous. Et en direct, une libre antenne dans laquelle on se confie, on se conseille, on partage les uns les autres ce qui tisse nos vies. On prend le temps pour chercher ce qui peut rendre votre vie plus douce. Alors si ce soir vous avez le cœur gros, la tête emplie de questions sans réponse, appelez-nous 39 21. Quentin et Corentin sont là au standard pour vous accueillir. Et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Rebonsoir Candy. Vous êtes là. Nous étions ensemble juste avant les informations et vous parliez de vos difficultés et à la fois de votre désir très vif d'être en couple, mais à chaque fois, il se trouve que votre compagnon de route vous agace assez rapidement et les choses se terminent. Je me demandais, Candy, pendant les informations, si vous étiez une jeune femme très axée sur la perfection, sur faire bien les choses. C'est important pour vous tout ça ? Oui, sur faire bien les choses, oui. Et après, je suis très intéressée par tout ce qui est psychologie, développement personnel, etc. Donc c'est vrai que j'essaye toujours de m'améliorer, de mieux faire. Et je comprends pas les gens qui sont fermés à ça et qui cherchent pas plus loin, en fait. Oui, donc ça veut dire que vous avez une certaine exigence envers l'autre, puisque vous l'avez pour vous-même. Et donc, comme vous dites, je comprends pas tellement ça pour les autres. Vous, qui êtes une femme exigeante avec vous-même, qui êtes dans ce travail sur vous, qui êtes curieuse de ce qui s'y passe. En face, du coup, vous êtes un peu tout le temps à l'écoute de ce que fait l'autre, de ce que dit l'autre, de comment il est. Oui. Ouais. Et du coup, dans une relation de couple, cette exigence que vous avez envers vous-même, c'est vrai que très vite vous êtes agacé par le fait que l'autre ne la partage pas pour lui-même. Oui, ou ça peut même être que je vais exiger de quelqu'un quelque chose que moi je ne fais pas. Et oui, pour vous permettre de pas être envoyé à ce qui vous pose problème en fait. Possible, oui. Parce que là, finalement, dans ces relations que vous tissez à chaque fois, il y a comme une impossibilité de frustration, alors que une relation à deux, il y a bien un endroit où l'autre, effectivement, vous avez raison, nous déçoit toujours. L'idée, c'est pas, on parle de faire des concessions. Alors, c'est pas de concéder, parce que c'est un peu dédaigneux de dire je concède quelque chose à l'autre, je fais une concession. C'est plutôt d'accepter finalement la limite de l'autre, de la même façon qu'on accepte ses propres limites. Vous n'êtes pas toute puissante et l'autre, bah oui, effectivement, il y a des choses qui vous agacent, qui fait pas bien, mais ça parle aussi de vous. C'est-à-dire, comme vous dites, soit qu'il fasse quelque chose que vous aimeriez réussir et que vous ne réussissez pas, soit à l'inverse, que vous-même vous réussissez certaines choses que l'autre ne se donne pas la peine de réussir et que vous trouvez vraiment que l'autre pourrait faire cet effort-là. Donc il y a pas on retrouve ici une question d'autonomie, d'interdépendance sur quelle capacité vous donnez de pouvoir accueillir dans votre vie et de faire une place à quelqu'un qui serait finalement imparfait, mais tout comme vous aussi. Oui, c'est ça, en fait, j'ai l'impression de... Bon, déjà, je sais plus trop ce que ça veut dire aimer quelqu'un,
Mais j'ai l'impression, dans tous les cas, que je vais aimer qu'une certaine partie de la personne et pas la personne tout entière. Oui, parce que son imperfection vous renvoie à la vôtre et ça vous est insupportable. Pourtant, je vois pas le rapport entre eux et moi, en fait. Alors, certaines choses, oui, mais d'autres, pas du tout. Par exemple, quand vous dites « je vois pas le rapport », oui, c'est qu'un exemple vous vient. Oui, alors, par exemple, mon compagnon actuel a un enfant d'une précédente union. Oui. Et il est très autoritaire avec son enfant. Alors bon, je trouve ça pas mal parce qu'au moins il est bien élevé, etc. Mais il y a des fois, c'est un peu trop. Oui. Il crie, etc. Et moi, j'ai l'impression que c'est trop pour moi. Ça m'angoisse. J'ai pas eu de cri chez moi. J'ai pas été habituée à ça. Oui. Chez moi, c'était doux. C'était voilà. Il n'y avait pas besoin de crier en fait. Et du coup, je le supporte pas. Mais je suis pas comme ça. Est-ce que ça, vous le lui avez dit exactement comme vous me le dites là, hein, ce qui est très juste. Oui, je lui ai dit. Et alors voilà, pour lui, c'est justifié. L'enfant fait des bêtises, donc. Oui, mais le fait qu'il crie. Voilà, ok, l'enfant fait des bêtises et met son autorité de père, mais le fait qu'il le fasse en criant, il trouve ça justifié? Il sait pas faire autrement, je crois. C'est ce qu'il vous a dit? Oui. Mais est-ce que ça l'intéresse de faire autrement? Pas vraiment. C'est pas quelqu'un qui cherche vraiment à se remettre en question, à trouver des solutions. La psy, pour lui, c'est la foutaise. Ah oui, donc vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Ah là, pas du tout. Oui, mais c'est quelque chose qui compte pour vous en même temps. Ah oui, beaucoup, oui. Et oui, donc là, encore une fois, quand dit ça parle de vous, c'est-à-dire à chaque fois dans le choix ou dans les compagnons que vous rencontrez, hein, c'est ce qu'on se disait juste avant les informations, c'est qu'est-ce que vous laissez passer au nom de votre désir d'être en couple, coûte que coûte quasiment. Hein. C'est vrai coûte que coûte, mais ce coûte que coûte vous coûte beaucoup et finit par vous mettre vous-même en échec. Alors que de baisser un peu la pression sur je veux me mettre, hein, je reprends votre phrase, je n'arrive pas à me mettre en couple, c'est pas vous y mettre vous, c'est rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez construire et cette rencontre, d'y apporter beaucoup de soins dès le début en validant d'une certaine manière que vous parlez la même langue, que les mêmes choses sont importantes pour vous. On peut pas être d'accord sur tout, bien entendu, et on peut pas avoir effectivement les mêmes comportements. Il y aura toujours des petits travers de l'autre, voilà, mais on fait avec. Mais qu'est-ce qui compte vraiment? Tout ça est une histoire de priorité, de mettre à un endroit des choses qui comptent plus que d'autres, donc de faire un peu cette équation et donc de vous connaître bien en vous disant voilà, je sais pas, vous dînez pour la première fois avec cet homme qui vous dit j'en sais rien, la psy c'est de la foutaise ou moi ça m'intéresse pas, et il se trouve que vous ça vous intéresse beaucoup. Bon, ça va être un peu difficile, là. Quelque chose qui est important pour vous et qui n'est pas du tout pour lui. Disons qu'à chaque fois, la liste se rallonge parce que je découvre avec cet homme-là que la psy, finalement, c'est important pour moi. Donc, ça devrait être sur les critères. Oui. Mais jusqu'à présent, j'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi buté par rapport à ça. Ah, donc, et c'est comme ça. Pas sur ma liste. Je comprends. Oui, et c'est intéressant parce que c'est aussi comme ça qu'on se connaît. C'est qu'on se connaît grâce et par et au travers des autres. Et en fait, là, vous êtes renvoyé à vous-même, et tout d'un coup, vous dites, ah non, mais moi, ça, pour moi, c'est très important. Et comme vous dites, avant, je le savais pas. Oui, voilà. Mais du coup, à chaque relation, j'apprends un peu plus de ce qui me va pas. Oui. Mais je vois plus ce qui me va. Oui. Parce qu'après, en fait, j'arrive pas trop à faire la distinction entre je suis trop en attente de l'autre, je veux trop l'idéal, j'attends trop le mec parfait, le prince charmant qui n'arrivera jamais. Donc c'est moi qui suis trop exigeante, ou alors au contraire, je dois être exigeante parce que là, le mec ne me convient pas. J'arrive plus à savoir où est la limite, en fait. Oui, d'accord. Alors, en fait, elle est entre les deux. C'est-à-dire que là, vous avez placé les curseurs aux opposés. La réponse, elle est à mi-chemin entre ces deux états que vous décrivez. C'est que oui, l'idéal, le prince charmant, etc., ça, on oublie. Mais en même temps,
souvent, et vous êtes encore très jeune, Candy, on découvre d'abord dans la vie nos premiers apprentissages, on les fait dans ce qui ne nous va pas. Et c'est comme ça qu'on découvre ce qui nous va. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. On commence d'abord par découvrir plein de choses qui ne nous vont pas pour se dire « Ah oui, mais ça me va pas et c'est en fait ça qui me va ». Donc par déduction, dans les expériences qu'on fait dans la vie. Et on a besoin de faire ces expériences-là. C'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on qualifie souvent d'échec est si enrichissant pour nous, parce que c'est à ces occasions-là qu'on découvre finalement ce qui a de la valeur pour soi. Et donc là, ça y est, j'imagine que avec les expériences que vous avez eues, plutôt que de les regarder comme des échecs, prenez-les comme une ressource formidable, parce que vous avez appris à vous connaître. Vous pourriez presque faire un petit cahier ou l'écrire, faire une somme de tout ce que vous avez appris et de définir le portrait de Candy pour lequel les choses dans une relation comptent terriblement. Et à l'aune de ces priorités-là, alors vous saurez faire la rencontre qui est juste pour vous. Et vous verrez qu'à ce moment-là, les petits travers, oui, vous apprendrez à faire avec, et peut-être que quelquefois, il y aura des accros comme dans tout couple, mais chacun apprendra à faire avec. Alors, il faut que je passe une annonce. Non, je sais pas comment vous rencontrez. Je vais vous donner tous mes critères. Non, mais en tout cas, vous dans votre façon, alors je sais pas comment de rencontrer des partenaires. En tout cas, sans doute que vous vous rendez pas compte à quel point vous savez maintenant. C'est plutôt de la richesse. Ne regardez pas vos histoires en disant à chaque fois j'ai échoué. C'est plutôt à chaque fois effectivement ça n'a pas fonctionné pour moi parce que là j'ai appris ça, là ça je sais, là ça je sais. Et maintenant, la femme que je suis devenue peut dire voilà dans mon ordre de priorité, j'ai besoin d'un partenaire qui sur ces critères-là sont essentiels pour moi. Le reste n'a aucune importance. Voilà, le reste, ce sera sa différence, ce sera autre chose. Oui, c'est plutôt mon regard et le regard des autres sur moi qui me font dire que mince, j'en souffre en fait. Oui, parce que en fait, vous regardez ça comme un échec au lieu de regarder ça juste comme une expérience qui vous apprend et qui vous a appris à mieux vous connaître. Et toutes nos expériences, y compris celles qu'on considère comme des échecs, mais au regard d'une société, de quelque chose qu'on devrait absolument réussir, que ce soit un emploi, une relation amoureuse, alors il se trouve qu'on devrait absolument réussir. Non, quelquefois ça fonctionne, on va dire, et quelquefois ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, et pourquoi ça ne fonctionne pas, là, tout d'un coup, on apprend énormément de choses. Et puis aussi quand ça fonctionne. Mais du coup, en apprenant à se connaître, après on arrive à une sensibilité, à une ressenti, à le fait de poser des actions justes pour soi. Et c'est là finalement que vous pouvez arriver. C'est-à-dire vous pouvez pas construire là une relation avec quelqu'un qui ne va pas partager votre essentiel. C'est important de partager sur les choses essentielles, de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien à soi, et donc dans la relation, qu'est-ce qui nous fait du bien quand on est avec l'autre personne. Si je vous dis par exemple, je sais pas, j'ai besoin d'un homme très ouvert dans le dialogue, avec lequel je me sens acceptée, et ça ça c'est l'essentiel. Après le reste, qu'il ait tel travers, telle petite manie, tout ça n'a pas d'importance. Voilà, ça c'est mon essentiel. Alors, je suis tombée déjà sur quelqu'un qui était comme ça. Ouais. Le problème, c'est qu'il était tellement dans le dialogue, tellement ouvert, tellement compréhensif, tellement nounours qu'il n'y avait pas de sexualité parce que c'était mon meilleur ami. Qu'il est devenu votre meilleur ami, ouais. Oui, voilà. En fait, moi, je l'ai un peu impressionné parce que il connaissait mon passé. Du coup, il avait l'impression que j'avais une expérience sexuelle de malade par rapport à lui, etc. Ça l'a bloqué. En plus de ça, c'était quelqu'un de super intéressant, vraiment dans le dialogue, mais vraiment très empathique, qui comprenait tout, voilà. Mais résultat, il manquait de virilité, il manquait de tout ça, et du coup, ça a complètement floppé à cause du sexe parce que j'en avais pas envie en fait. Alors qu'il y avait peut-être
voilà. Après, c'est quelle place vous faites-vous à votre propre croissance? Parce que là, on retombe un peu dans ce qu'on a vu aussi hier soir avec Marie. C'est est-ce que l'autre est là pour nous apporter tout ce dont on a besoin, ou est-ce qu'on est aussi là pour l'autre, pour construire ensemble? Comme vous dites, il s'est un peu bloqué parce que vous l'impressionniez. Mais s'il y avait ces éléments essentiels pour vous, qu'est-ce que vous pouviez éventuellement travailler de vous pour le rejoindre? Puisqu'au début, quand même, il vous a plu, cet homme-là. Et puis c'est après que ça s'est gâté. Donc c'est bien qu'au début, vous n'aviez pas toutes ces informations-là et que lui n'est pas rentré un peu dans son bad trip, on va dire. Et alors, il y a quelque chose qu'on peut ouvrir dans le dialogue ensemble. Chacun est puissant à son niveau pour imprimer. Une relation de couple, c'est un buvard, c'est ultra sensible. Et donc, on se rend pas compte à quel point nos humeurs, nos postures, nos traverses qu'on exprime de soi, même dans le non-verbal, impriment l'autre dans l'inquiétude, dans le ressenti, dans l'histoire qui se raconte. On est chacun hypersensible. C'est pour ça qu'on parle souvent de jardiner, de prendre soin. On a chacun, dans le respect de l'autre, une vigilance. C'est vrai, ça demande un vrai travail d'être en couple parce que on a cette vigilance à avoir de bienveillance dans le sens de bien traiter l'autre, d'être dans la considération. Et si je considère que ma posture de femme très puissante, très belle, très sexuellement, très épanouie, mais cet homme-là en face de moi complètement en difficulté, en abîme, alors qu'est-ce que je peux faire pour lui, de la femme que je suis? Quelle part de moi je peux lui donner pour lui qu'il retrouve son masculin, qu'il a l'air de se dissoudre devant ma féminité, puisqu'on est masculin-féminin. Elle est où cette alternance? Et là, vous étiez très puissante sur ce plan-là. Oui. J'ai pas réussi du tout à l'aider. En fait, j'attendais tellement de lui. C'est ça. Souvent, quand on est jeune, quand on dit vous ne vous jetez pas la pierre, j'essaie juste de vous dire ça pour vous expliquer la marge de manœuvre que vous avez, la puissance que vous avez, à la fois en tant que femme et bien sûr un homme aussi. Chacun, on a une grande puissance. Et quand on se rend compte que ce qu'on est soi-même peut impressionner un peu l'autre, parce qu'il se raconte quelque chose qu'il n'est pas à la hauteur et qu'on a un peu conscience de ça, on dit attends, mais voilà, on va dialoguer. Et à chaque fois qu'on est dans un couple et qu'un des deux a la conscience des deux, c'est-à-dire de ce qui est en train de passer, souvent l'autre ne l'a pas, on l'a pas forcément au même moment. Alors on a cette merveilleuse puissance de faire quelque chose pour le ensemble, pour le à deux, pas juste pour soi. Pour tenir compte de l'autre et dire, là, je sens, je vois quelque chose, je comprends, pas forcément le lui dire, mais dire, ok, alors à ce moment-là, avec moi-même, je vais faire un peu différemment, et puis je vais faire attention. C'est là où on rejoint ce que disaient les générations précédentes de la concession. J'aime pas beaucoup cette petite concession, on a l'impression qu'on abandonne quelque chose, on n'abandonne pas quelque chose de soi. À l'inverse, on accueille quelque chose de l'autre et on donne quelque chose de soi. Là, on n'est plus dans la concession, on est dans la construction. C'est quand même autrement plus riche et plus gai. On n'abandonne pas, au contraire, on s'enrichit de l'un et de l'autre. Et chacun gagne. C'est vraiment du gagnant-gagnant parce qu'on gagne en maturité. Mais vous allez, bien sûr, Candy, vous êtes en chemin de le découvrir. Mais si dans la relation actuelle, vous ne vous y retrouvez pas du tout, dans la jeune femme que vous construisez, là, il y a peut-être une décision à prendre, parce que là, vous n'êtes pas respecté. Quand il vous dit que ce à quoi vous tenez, pour lui, ça n'a aucune valeur, qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? Quelle valeur il vous donne? En fait, il me laisse aller voir ma psy, etc. Mais c'est vrai que moi, je vais avoir tendance à lire des articles, à, je sais pas, peut-être suivre des conférences de développement personnel, à tester des choses, etc. Et lui, il n'est pas du tout là-dedans. Il dit que c'est comme ça et qu'il est assez grand tout seul pour réfléchir à son compte. Mais il peut tout à fait ne pas du tout être là-dedans, pourquoi pas. Mais en revanche, il n'a pas à vous juger. La nuance, elle est là. Ça peut ne rien lui dire du tout. Et vous le respectez, pourquoi pas, après tout. On n'est pas obligé d'être exactement au même endroit dans un couple.
Mais la question, oui, alors c'est peut-être moi qui exagère voilà. en disant mais ce qu'il vous juge, c'est plus ce qu'il m'a dit, mais voilà. S'il non, vous je crois juge, pas, non. Lui, il vous dit, moi, c'est pas mon truc. Voilà, lui, Bon. c'est pas son truc. Bah voilà, votre Mais truc. du coup, moi, je lui reproche que ce soit pas son truc. Bah là, parce que vous voudriez une relation fusionnelle, Candy. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit pas son truc? Si vous êtes bien ensemble. Si vous vous y retrouvez sur l'essentiel. Imaginez, je sais pas, ça pourrait être le golf, le foot, je sais pas quoi. Il y a peut-être des choses où vous, c'est pas votre truc, et lui, il est passionné ou je sais pas, d'astronomie, ou j'en sais rien, d'Égypte ancienne, un sujet qui vous parle pas du tout. Pourquoi il devrait absolument partager tout sur la psychologie avec vous? S'il vous laisse faire votre trajet et qu'il le respecte, mais que lui, ça lui parle pas. Ce qu'il y a, c'est que sans pour autant lire les bouquins ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il se remet pas en question, il réfléchit pas à comment il est lui, et ce qu'il pourrait faire, ce qui pourrait changer, ce qui pourrait rendre son quotidien plus agréable et celui de son fils et le mien par la même occasion. Oui, donc vous parlez de conscience de soi, c'est pas quelque chose qui lui parle pour le moment. Et ouais, donc, je crois d'accord. Que... Et plutôt que de lui mettre des bouquins de psy sous le nez ou lui dire que c'est formidable, de quelle façon vous pouvez l'amener à grandir à ce moment-là, sans le forcer, ou en tout cas lui dire qu'il devrait, parce que dire à quelqu'un, tu sais, tu devrais un peu t'interroger, te remettre en cause, ça n'a jamais amené personne à se remettre en cause. Mais en revanche, quand il fait quelque chose ou qu'il dit quelque chose, lui demander quelle a été son intention. Justement, si vous vous intéressez au développement personnel, vous êtes à même de lui poser quelques questions comme celle-là. Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi pour lui, c'est crier sur son enfant, c'est la seule façon qu'il a trouvé de faire valoir son autorité? Voilà. Est-ce qu'il pense que c'est comme ça qu'il faut faire? Vous voyez, juste en étant dans le dialogue, vous pouvez tout à fait le faire grandir. En fait, ce sera la même chose, mais pas dit de la même façon. Et puis vous verrez s'il prend ou pas, parce qu'après c'est ça aussi. Dans un couple, c'est qu'est-ce qu'on accueille. Hein. Souvent, c'est ce que je dis, c'est que dans l'amour, l'essentiel c'est pas de donner, c'est d'accueillir. C'est quoi sa capacité de vous accueillir vous, et quelle est votre capacité d'accueillir l'autre? Et il est peut-être là le travail. Il me dit qu'il m'accepte comme je suis, etc. C'est plutôt moi qui n'accepte pas. C'est moi, j'ai l'impression que moi, il me convient pas. À cause ce partage que vous n'avez pas sur ce genre de sujet, par exemple. Oui, et puis je le trouve pas solaire, alors que j'adore les gens solaires, mais en même temps, ils me font peur, parce que peut-être qu'ils vont me piquer la vedette. Il y a Lala qui dit, on dirait que vous cherchez votre double. Mais si vous cherchez, mais si vous cherchez votre double, il va vous encombrer, vous supporterez pas. Comme vous dites, ça vous fera de l'ombre. Vous ne serez pas bien avec votre double, on n'est pas bien avec son double. Il nous faut de la complémentarité, de la différence. Hein, c'est pas votre double, c'est du complément. Donc c'est de la différence. Là, il y a de la richesse. Justement, il n'est pas comme vous. Très bien. Je vous laisse y réfléchir à tout ça, Candy, et avancer. Oui. Mais vous êtes en chemin et vous commencez à ouvrir les portes. Peut-être changer de regard sur votre relation. Est-ce que vous attendez d'un homme? Peut-être aussi, pour boucler avec le début de notre échange, le manque de père. L'homme pour vous, il est tout, il est rien. Hein? Alors tout et rien, c'est la même chose. Donc c'est gigantesque. Donc vous avez à apprivoiser beaucoup et apprivoiser peut-être aussi votre part masculine en vous au travers d'un homme. Mais du coup, c'est très riche, tout ce qui vous attend. Bon, je suis un peu paumée. Oui, vous vous sentez perdu là, après notre échange? Eh ben oui, parce qu'au final, au début, on a un peu dit, il me correspond pas. Alors moi, peut-être que dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pas de ma faute, allez, next. Et puis à la fin, en fait, si, peut-être qu'il me correspond et que c'est à moi de faire le truc. Mais du coup, je sais plus sur quoi travailler. Oui. Mais parce que vous réfléchissez en étant toute seule. C'est soit moi qui le quitte, soit c'est à moi, comme vous dites, de faire le truc. Mais c'est à deux que ça se passe. Donc, j'imagine que vous n'avez pas une urgence absolue à prendre une décision.
Ouvrez vos capteurs, là, après ce qu'on s'est dit, laissez un peu infuser notre échange et rendez-vous compte dans le quotidien, dans les semaines, les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous vivez vraiment? Qualifiez ce que vous vivez. Commencez à discerner. C'est très important d'arriver à discerner. C'est le sujet, être humain, être sujet, c'est apprendre à discerner. Donc vous allez exercer votre discernement, ce qui compte moins. Est-ce que ça c'est si important pour moi? Est-ce que ça l'est toujours? Restez dans la relation pour élaborer quelque chose, plutôt que tout de suite. Vous voulez absolument une réponse là. Alors vous dites je suis perdue parce que moi j'appelais parce que je voulais savoir si c'est blanc ou c'est noir. C'est ni blanc ni noir. Vous êtes dans un chemin. Et avant de prendre votre décision, pour bien décider, il vous faut discerner. Sinon, vous ne pouvez pas, vous allez décider dans l'émotionnel. J'aime pas et je m'en vais. Moi, j'aime pas, c'est la météo. Il pleut, je me prends un parapluie. Voilà. Bon. Mais demain, il fera beau, alors on va faire quoi? Donc demain, il vous manquera. Il était peut-être pas si mal. Ah bah oui, parce qu'il fait beau demain, alors on va faire quoi? Alors si vous vous fiez à cette météo, à la météo des sentiments, vous pouvez rien décider. Elle change tout le temps, la météo des sentiments. Oui, je suis un peu comme ça. Là, en fait, tout s'est déclenché parce qu'on a parlé de vivre ensemble. Ouais. Et du coup, ça a été la panique. Là, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on sait plus quoi faire, en fait. Lui, il a envie de vivre avec moi. Moi, je lui dis, OK, j'ai envie, mais bon. Lui, il attend que je lui dévoile mes sentiments, mais moi, je crois que j'en ai pas. Enfin, je sais pas. Il me dit, je peux pas prendre le risque d'amener mon fils dans une maison avec toi si au final t'as pas de sentiments, ce que je comprends. Mais moi, j'ai l'impression que ça y est, je m'engage pour la vie dans un truc qui me convient pas. Donc je me dis, est-ce que tu es sûr que ça te convient? Donc du coup, je me mets un coup de pression. Donc du coup, non, je suis pas sûre. Il y a plein de trucs qui vont pas. Et finalement, je vois que plus que les trucs qui vont pas. D'accord. Alors, ce qui va pas, c'est des trucs, comme vous dites. Alors, est-ce que c'est des trucs simplement des symptômes ou c'est des choses de fond? Quand je vous dis de discerner, c'est que vous allez devoir faire un petit peu ce travail préalable pour regarder où là vous êtes avec votre psy, faites-le avec votre psy justement, pour faire ce travail sur qu'est-ce qui est à la surface des choses. Et ça, c'est la surface des choses, c'est de l'ordre de la météo. Et puis, qu'est-ce qui compte vraiment l'invariable? Qu'est-ce qui est invariable? Qu'est-ce qui fait que je tiens à cet homme? Qu'est-ce que cet homme m'apporte, moi, la femme que je suis, et qui fait que je suis globalement bien dans la relation? Ça va être du global. C'est pas au détail. Regardez l'ensemble. Dans l'ensemble, dans cette relation-là, par rapport d'ailleurs aux autres relations que j'ai vécues, comment je me sens dans ma propre réalisation, dans la femme que je suis, qu'est-ce qui compte pour moi, en quoi il est important. Voilà, vous allez discerner. Et puis voilà, il y a toutes ces petites tracasseries ou ces choses qui m'ennuient. En fait, à la fin des relations, quand j'arrive à 1 an et demi, je me dis toujours que l'homme que j'ai en face de moi ne m'apporte plus rien. Enfin, ne m'apporte rien, en fait. Que je suis très bien... que je me débrouille toute seule, qui ne me tire pas vers le haut spécialement. Mais ça veut dire que c'est quoi plus un boulet qu'autre chose. Ça veut dire quoi vous apporter? Vous tirez vers le haut, faire quelque chose pour vous, changer votre vie, c'est ça? Ou c'est une je suis présence? consciente que c'est pas lui qui doit changer ma vie, Voilà. mais en même temps, j'attends qu'il m'apporte quelque chose qui fasse mon quotidien meilleur, je sais pas. Et puis bon, je me dis, il me propose rien, Ouais, c'est ça. Alors c'est toujours la même chose. Il vous propose rien. Le quotidien n'est pas mieux. Parce qu'effectivement, encore une fois, dans une relation, être à deux, c'est un quotidien à deux mieux qu'un quotidien tout seul. Alors est-ce que après il y a le mot que vous avez rajouté, le verbe, vous avez dit apporter. Alors qu'est-ce que c'est d'apporter? Ça se traduit comment? Il y a Olivier, le patrouilleur, qui dit qu'Andy pense pouvoir toujours trouver mieux et ne décide jamais finalement. Que lui dit son cœur? René aussi dit suivez votre cœur, mais pas la surface du sentiment, le cœur à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de vous. Je sais plus, je sais même plus ce que ça veut dire aimer. J'ai l'impression d'avoir aimé des gens, puis en fait, je les ai virés les uns après les autres parce qu'ils m'énervaient. Et du coup, aujourd'hui, je crois que je les aime encore, en fait, qu'ils auront toujours une place dans mon cœur, mais voilà.
Et aujourd'hui, la personne avec qui je suis, je sais même pas si je peux l'aimer, en fait. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas de sentiment pour lui, mais en même temps, s'il disparaît, ça va me faire un vide. Mais est-ce que c'est pas juste l'habitude Mais ça veut dire je quoi? crois que j'aime qu'il m'aime, en fait. Mais C'est ça. ça veut dire quoi aimer pour vous, quelqu'un? Eh ben, ça veut dire voilà que la vie soit mieux avec cette personne que seule. Ça veut dire partager plein de choses, partager des idées, partager des projets, partager des sorties, partager des fous rires, partager voilà, être fier de la personne, admirer la personne pour certains trucs. Et l'apprécier surtout, apprécier la personne qu'elle est. Son caractère, sa personnalité, ça peut être ses idées, enfin apprécier en tout cas. On apprécie particulièrement cette personne, là on est bien avec elle. Vous diriez ça pour votre compagnon actuel? Non. Vous êtes bien avec cet homme? Je suis bien, mais il faut... Enfin, bof. Ça veut dire quoi, bof? Vous ça ne sentez pas amoureuse? Non, je suis pas love. Alors, je l'ai été un petit peu, et des moments où je me suis sentie un peu pousser des ailes. Je me suis dit, ah, cool, ça arrive. Et puis 2 secondes après... Et c'était dû à quoi quand c'était comme ça? Qu'est-ce qui les ailes ont poussé comment? C'était un bon week-end. Je le voyais sourire enfin. Je le voyais un peu solaire, un peu... Voilà, il était sociable. Tous les trucs que j'aime bien d'habitude, que j'aime bien chez les gens. Donc il n'est pas très heureux? Il n'est pas très gai, cet homme-là? Il est pas... Non, il n'est pas gai, il est... Ah, donc non. Alors vous êtes en train de dire que vous avez besoin d'être avec un compagnon qui a de la gaieté en lui? Alors le précédent était super drôle, super gai, etc. Mais par contre, il était que drôle. Oui. Pardon. Il était un peu... Il avait son côté gamin très développé. Et donc, du coup, il fallait tout lui dire, quoi. Enfin... En fait, à chaque fois, Candy, et vous l'avez dit très bien tout à l'heure d'ailleurs, quand vous êtes attiré par quelqu'un, vous n'êtes attiré que par l'endroit où le soleil éclaire cette personne. C'est-à-dire, vous ne la voyez que d'un côté, vous ne voulez pas voir le reste et vous accrochez à cette petite partie que vous voyez. Alors, vous partez bille en tête avec, alors que, en fait, votre regard, enfin je dis votre regard global à l'intérieur de vous a très bien capté tout le reste. Vous dites c'est pas grave parce que vous savez pas bien ce qui compte. Vous n'êtes pas très clair pour vous-même. Oui, c'est ça, je crois. Ouais, faites ce travail avec votre psy de vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui compte. Je parle pas de l'homme idéal, mais le compagnon qui aura pour vous des éléments vraiment essentiels. C'est ça qui compte. Parce que là, vous mettez tout sur le même plan et vous discernez pas du tout. Donc vous êtes perdu, parce que tout est relatif. Ce que vous me citez là, vous ne discernez pas. Chaque chose a à peu près la même couleur, la même tonalité. Alors une fois c'est blanc, une fois c'est noir, une fois c'est gris, une fois c'est rose. Vous êtes complètement perdu. Alors que c'est pas... Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est qu'il y a... voilà, discerner, c'est vraiment faire la part des choses. Faites la part. Je vous fais confiance quand je vais lui en parler. Oui, pour avancer. Vous êtes en chemin là et vous n'avez pas de décision de toute urgence, donc lâchez un peu de pression de perfection. Bon, ok. Lâchez le contrôle là. Vous mettez trop de contrôle dans tout ça aussi. Donc laissez-vous un peu aller. Bah oui, ça c'est sûr, ça doit vous parler le contrôle. Donc il y a beaucoup de contrôle à lâcher. Oui, ok. Bonne chance à vous, Candy. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bonsoir, Maria. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Ça fait longtemps que j'écoute la Libre Antenne, depuis 98. Oui. À peu près. Souvent, je me suis dit, je vais appeler, mais je ne l'ai pas fait. Oui. Par contre, j'ai vu des psys. Mais bon, j'ai l'impression que j'ai beaucoup essayé sans beaucoup avancer. Oui, ah oui. Oui. Beaucoup essayé sans beaucoup avancer. Ouais. Oui, déjà même avant d'avoir rencontré mon mari,
j'avais déjà vu un psychiatre au début, c'était pour essayer d'arrêter de fumer. Il m'avait dit, oh non, c'est pas possible. Vous êtes en dépression, on verra ça après. Ouais. Donc, j'ai fait un petit travail. Après, j'en ai refait un autre. J'avais déjà mon fils, il avait déjà 5 ans. Donc, ça faisait déjà une relation de couple de 7 ans à peu près. C'était en 2000, par là. Et on avait travaillé 2 ans, mais j'ai pas été honnête avec ma psy. Parce que j'ai pas dit tout le fond des problèmes, notamment les problèmes d'alcool de mon mari. Et peut-être que j'avais honte, oui, certainement. Et je voulais pas les reconnaître, peut-être. Oui. Et du coup, quand on a terminé avec la psy, je me souviens qu'elle m'a dit, je pensais que le couple, il allait éclater, mais bon. Moi, je savais très bien que j'avais pas été honnête. Et parce que mon mari, avec ses problèmes d'alcool, il avait toujours, déjà, on l'attendait pour manger, et puis après, c'était là qu'il venait faire des leçons de morale, ou à mon fils, ou des choses comme ça. Et je trouvais il m'est arrivé après de lui écrire pour dire que, franchement, c'était pas approprié, que ça allait pas. Et lui finissait toujours par dire que c'était moi qui avais un problème avec l'alcool, en fait. Oui, effectivement, j'en avais un, parce que c'était lui qui buvait, mais bon, comme il était là, c'était mon problème aussi. Mais lui, il voyait pas la chose comme ça, il était dans le déni. Il s'était fait retirer son permis 2 ou 3 fois. À chaque fois, je me disais, je conduirai pas où il voudra quand il aura besoin. Je dirais non, mais bon, j'y allais quand même. Et voilà, au début, quand je l'ai rencontré, c'était un bel homme et tout ça, mais j'ai senti qu'il y avait une faille, je sais pas. Ouais. Peut-être la même que la mienne. Oui, souvent. Mais j'y étais quand même. Ouais. Et voilà, on a vécu comme ça depuis 25 ans à peu près. Mais là, ça fait quelques années qu'on n'a plus du tout de relation de couple. La communication, je sais que j'ai du mal, mais ça vient de mon enfance. Parce qu'à la maison, il y avait déjà le regard du père, ça suffisait. Donc, les dialogues et les câlins, c'était pas trop. Mon mari, c'est quelqu'un qui fanfaronne beaucoup. Mais je pense que lui, ça vient de son enfance. Lui, sa mère, ses parents étaient séparés quand il avait 3 ans. Après, sa mère, elle devait avoir une maladie psychique parce que, soi-disant, elle allait à la messe et en revenant, elle rencontrait quelqu'un qui avait besoin de donner pratiquement toute la moitié du salaire. Et puis voilà. Mon mari vient des pays de l'Est, de Roumanie. Oui. Et après, se retrouvait, il rentrait à la maison, mais la maman elle n'était plus là parce qu'elle était partie en camisole de force. Lui, il disait que c'était parce que le parti voulait pas, comme elle faisait partie du Parti socialiste à l'époque, et soi-disant, mon mari disait que c'était le parti qui voulait pas qu'elle la ramène trop quand il y avait des visites étrangères qui venaient en Roumanie. Donc, mais bon, c'était peut-être lui qui n'avait pas vu que sa mère était malade aussi. Mais pour moi, je pense que elle avait une maladie, elle était soit bipolaire ou je sais pas, mais elle avait quelque chose de psychique parce que quand on a un enfant en bas âge, on réagit pas comme ça, en fait, on va pas tout donner quand on n'a pas assez pour soi. Mais tout ça pour dire que vous pensez qu'il a eu une enfance Il a eu une enfance, ma dernière psy m'a dit, mais vous avez reproduit votre mère. Ouais. Parce que ma mère, elle était avec un homme orphelin qui était très autoritaire. Ouais. Et moi, je me suis retrouvée en fin de compte à peu près avec la même chose. Ouais. Je voulais éviter les conflits, donc comme je gueulais pas non plus, donc parce que je voulais pas qu'on élève plus la voix. Et on en arrive à une situation maintenant où c'est lourd, c'est pesant, j'arrive pas à communiquer. J'aimerais bien qu'on se sépare le mieux possible parce que je lui fais pas de mal. Je sais qu'il a fait comme il a pu, on fait chacun comme on peut. Mais là, c'est depuis 3 ans, il est au chômage et soit il reste au lit toute la journée, puis de temps en temps il descend en peignoir. Mais il a toujours un problème avec l'alcool ou pas? Il a fait une cure. Après, donc il a arrêté? Oui, il avait arrêté, mais... Mais il a repris? Il a repris après. Oui. Bon, là, il boit un peu moins, mais
Et après, ce que je n'aime pas chez lui, c'est qu'il a dit « Oui, je l'ai fait pour vous, je l'ai pas fait pour moi. » Moi, je suis dit « Mais non, c'est pas possible. » D'avoir arrêté l'alcool? Oui, il dit qu'il le fait pour les autres, pas pour lui. Et ça pose un problème, parce que s'il est encore très dépendant à l'alcool... Il l'est moins, parce que maintenant il a un peu... Comme il est au chômage, il touche beaucoup moins, il faut quand même qu'il participe aux charges de la maison, parce que moi, je veux pas tout assumer non plus. Et là, il est un peu freiné, donc il boit un peu, mais un peu moins quand même à la maison, mais il s'alcoolise pas autant qu'avant. Avant, au lieu de rentrer à la maison, il s'arrêtait au bistrot, il fanfaronnait là-bas et tout ça. Et maintenant, il fait plus. Mais il se sent prisonnier maintenant. Oui, mais Maria, vous parlez évidemment beaucoup de votre mari. Oui, vous avez donné une clé essentielle. Et il me semble, c'est que vous avez dit je veux absolument éviter les conflits, mais en voulant éviter les conflits, finalement, on en crée un énorme. Non, mais on crée quelque chose de souterrain. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez finalement les conflits. Alors déjà faire la différence entre conflit et désaccord, parce que souvent on croit que de ne pas être d'accord dans un couple c'est forcément un conflit. Or on peut tout à fait ne pas être d'accord sans que ce soit un conflit, mais prendre acte que nous ne sommes pas d'accord. Et puis surtout, lorsqu'il y a conflit, c'est un peu comme un orage. Il faut que ça éclate. Quand le temps est trop lourd, voilà. Si ça n'éclate pas, le temps reste très 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 lourd. Et s'il reste très 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 lourd des années, finalement il n'y a plus rien qui s'épanouit au sein de cette relation. Donc on a besoin des orages, on a besoin des conflits, parce que le conflit, qu'est-ce que c'est finalement qu'un conflit? Pourquoi c'est sain? Parce que c'est un couple d'abord qui vit, et puis c'est aussi un couple qui doit se faire face, donc rentrer en conflit pour arriver justement à trouver un accord, à trouver quelque chose qui va permettre aux deux d'avancer. Sinon, on reste chacun dans son coin, et puis vous finissez au bout des années, Maria, par lui en vouloir beaucoup. On en veut beaucoup à l'autre quand on n'arrive pas à exprimer ce qui ne va pas. Je sais même pas si c'est à lui que j'en veux ou à moi, en fait. Oui. Parce que, oui. À moi aussi, pas mal. Oui, je comprends. Vous vous sentez un peu coincé, j'ai l'impression. Avec vous-même aussi, hein? Vous savez comment je me sentirais là? Oui, dites-moi. Comme vous savez, comme dans les cauchemars, là. Où vous avez quelqu'un un voleur qui veut rentrer, vous poussez la porte et vous restez là. Et là, je suis dans la grosse impasse. Parce que, par exemple, l'année dernière, pour moi, à un moment donné, ça s'est cassé. Ou, si vous voulez, un jour, il est rentré alcoolisé. Et en plus, il s'en prenait à mon fils. Ou je sais plus, on s'engueulait. Puis il regarde son fils, il dit « Regarde dans quel état tu mets ta mère ». Et ce n'était pas lui. Et du coup, j'étais partie de la maison avec mon fils. Et à partir du moment où je me suis sentie obligée de partir, je me suis dit, il y a quelque chose de cassé. Mais en même temps, après, comme le lendemain, si vous voulez, c'était calme, mais je voulais pas remettre recommencer les... Oui, ce qui s'était passé. Dans le conflit, pas le conflit, mais la bagarre, si vous voulez. De quoi vous avez peur, Maria? De quoi j'ai peur? Oui, il y a quelque chose qui vous terrorise, là. Qui fait que vous n'arrivez pas à agir. Ni pour vous, ni peut-être pour votre fils. J'arrive pas. Oui. De quoi vous avez peur? De quoi j'ai peur? Oui. Qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait être encore plus terrible, finalement, que ce que vous vivez aujourd'hui et qui, du coup, vous empêche d'agir? J'imagine rien du tout, en fait. Vous êtes sûr? Non, j'allais dire quelque chose, mais c'est pas... Allez-y. J'allais dire un mot, la mort, mais bon, c'est pas... La mort du couple? La mort, elle est déjà là, en fin de compte. Maintenant... Oui, mais l'acte de décès.
Oui, si vous voulez, acter. L'année dernière, j'avais vu c'est l'action, ouais. Oui, j'avais vu une hypnose. J'avais dû voir une hypnotiseuse. Oui. Et elle m'a dit, mais la décision, vous l'avez déjà prise, maintenant, vous n'arrivez pas à l'acter. Oui, moi je sens qu'il y a quelque chose qui est coincé dans l'action chez vous. Oui. Et qui vous tétanise. Le conflit, c'est de l'action aussi. C'est de la vie, c'est de l'action, oui, je sais, c'est de parce que l'agir. l'année dernière, quand il m'avait annoncé le jour de l'an qu'il avait rencontré quelqu'un, qu'il était très amoureux, et qu'il allait encore rester là parce qu'il fallait qu'on aide notre fils à grandir encore, et qu'il fallait qu'on attende de terminer de payer la maison. Je n'ai pas compris. Je dis pourquoi il faut attendre maintenant s'il a trouvé quelqu'un, mais qu'il fonce, qu'il y aille. Et en fin de compte, je lui en voulais aussi parce que... Ben oui, parce qu'il ne prenait pas la décision. En fait, vous ne voulez pas la prendre. Oui, moi, ça vous aurait arrangé. Oui. Mais oui. Parce que quoi? Parce que vous ne voulez pas être celle par qui, on va dire, le malheur arrive, en tout cas sur la famille, c'est-à-dire, vous ne voulez pas avoir à porter le poids de quelque chose. Parce qu'agir, c'est prendre une responsabilité, mais ça peut être aussi vécu comme, alors c'est moi qui vais devoir porter le poids de ça. À quoi ça correspond peut-être dans votre histoire? Il y a un poids à porter, mais vous le portez déjà, en fait. Mais bon, vous avez une représentation de l'action qui vous amènerait à porter presque un poids trop lourd. Oui, mais en fin de compte, même si je vais très loin même avant le couple, quand j'étais plus jeune, entre 10 et 16 ans, j'avais l'impression déjà de ne pas exister. De porter quelque chose, je ne sais pas. Ouais. Et quelque chose de trop lourd pour vous. Et dernièrement, j'ai fait des constellations. Oui. Et au fond de moi, je crois que j'ai compris pourquoi je me sentais pas non plus proche ni de ma mère ni de mon père. Oui. Parce que si vous voulez, les personnes, elles ont parlé de retrouver son enfant intérieur et tout ça. Ouais. Et je me suis vue un après-midi, parce que je suis assistante maternelle, et les enfants, ils étaient couchés. J'avais commencé à jouer avec les mots dans ma tête. Et au bout d'un certain moment, j'ai vu une petite fille dans le noir. Et c'était moi, mais je me suis sentie complètement oubliée de tout le monde. Et du coup, je me suis dit, si je suis oubliée, c'est moi. Et c'est peut-être pour ça que je me sens pas proche. Mais que vous oubliez surtout. Et que oui, aussi. Que vous oubliez de vous-même. Et que vous n'arrivez pas à agir pour vous. Non. Et ça, c'est vieux. Oui. Voilà. Et là, je suis... Mais parce qu'il y a comme si le fait d'agir pour vous était menaçant. Comme si vous aviez un risque. Alors même que vous avez la puissance aujourd'hui. C'est vrai que vous avez été peut-être cet enfant dans le noir qui était dépendant des adultes et qui ne pouvait pas agir et qui peut-être se serait mise en danger d'ailleurs si elle avait agi ou aurait créé un conflit entre ses parents si elle s'était exprimée. Mais là, vous êtes aujourd'hui une femme adulte qui a beaucoup plus de puissance que vous ne l'imaginez. Et c'est votre petite fille à l'intérieur qui, elle, est terrorisée par cette femme puissante qui n'agit pas pour elle. Donc elle vous ennuie, cette petite fille. Elle vous dit que vous ne servez pas à grand-chose puisque vous êtes incapable de la rassurer. Oui, mais... Et oui. Et puis en même temps, si vous voulez, j'ai de la peine pour mon mari. Mais j'aimerais bien que tout se passe bien, quoi. Mais ça peut pas toujours être bien. Non, ça peut pas Dans toujours la vie, être ça peut bien. pas toujours être bien. Il faut... Et puis peut-être aussi que vous dites il a eu quelqu'un d'autre. Bon, maintenant il est revenu. Lui, j'ai l'impression que ça l'arrangeait bien. Ça l'arrangeait bien. Oui. De toute façon, on s'est rencontrés pas pour rien parce que je crois que j'ai beaucoup servi aussi de mère pour lui. J'ai l'impression que il attendait trop de moi et je crois qu'il attend trop des autres aussi. Vous avez l'air fatiguée de cette relation, Maria. Elle vous a épuisé. Vous avez plutôt les batteries à plat un peu. Oui, mais les batteries sont à plat. Oui. Et ça aide pas à agir. Même quand on sait qu'il faut prendre une action juste, ça aide pas à agir. Si vous commenciez, au lieu de... Quelquefois, quand on n'arrive pas à prendre une décision qui nous semble pourtant importante et incontournable,
si vous la séquenciez, c'est-à-dire si vous la découpiez comme en tranches, comme l'été arrive, voilà, peut-être partir avec votre fils, juste tous les deux, enfin faire des projets un peu différents. Justement, là, depuis un an, depuis l'année dernière, mon mari faisait beaucoup de va-et-vient en Roumanie parce que sa femme était là, sa maîtresse était là-bas. Puis vous avez dit sa femme, c'est énorme. Non, vous ne considérez plus comme sa femme du tout, Maria. Vous l'êtes déjà plus, sa femme. Ah, ça, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Non, là, on est plus dans ce... En fait, vous êtes en déséquilibre. On est dans un poison, en fait. Oui, mais vous êtes, Maria, en déséquilibre entre la situation telle que vous la vivez et la situation telle que vous la connaissez très très bien à l'intérieur. À l'intérieur, vous n'êtes plus sa femme, mais telle que vous la vivez, vous l'êtes encore à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est plus dans l'axe. Il va falloir remettre les deux dans l'axe, là. Et ça, c'est par l'action. Oui. Donc, trouvez ce qui va vous aider à agir. Quand on n'y arrive pas, c'est que vous avez besoin d'une forme d'aide, je ne sais pas laquelle, ami, psy, une ressource, quelque chose qui va vous aider. Trouvez ce qui va vous aider, qui va vous permettre de passer le pas. D'accord ? Oui, je cherche beaucoup. C'est important. Oui. Appuyez-vous, en tout cas, sur quelqu'un ou quelque chose. Je vous embrasse, Maria. Courage à vous. Okay. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Je vous laisse en compagnie d'Émilie Mazoyer, Jean-Philippe Ballas, Europe 1 Music Club. Nous on se retrouve vendredi prochain, 23h. Profitez bien du 1er mai demain pour vous reposer. Et je vous souhaite une belle semaine.